Saviez-vous que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale résonnent encore aujourd'hui? Imaginez vivre dans un monde où vos choix peuvent déterminer la fin de millions de vies en quelques secondes. C'est difficile à croire, mais c'est ce qui s'est passé avec les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Je sais que l'histoire de ces tragédies peut sembler lointaine, mais la douleur, la perte et la réflexion sur ce que ces événements nous enseignent sont plus actuelles que jamais. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans ces moments sombres et découvrir ensemble les leçons qui, si elles sont appliquées, peuvent changer notre façon d'aborder le présent et l'avenir. Comprenons comment l'humanité a affronté ce cauchemar et ce que nous pouvons faire pour nous assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. La solution est entre nos mains et elle commence par la connaissance. Allons-y. Avant de commencer, vérifiez simplement si vous êtes abonné à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, faites-le maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucune vérité importante sur les guerres, les erreurs du passé et comment elles impactent encore notre présent. Imaginez la scène. Le matin du 9 août 1945, tout est encore sombre et un énorme avion, appelé B-29 Boxcar, est prêt à décoller. Cet avion était l'un des plus avancés de son époque et transportait une charge que personne au monde ne pouvait imaginer. La Fat Man, une bombe atomique gigantesque. Cette bombe n'était pas seulement grande, mais incroyablement puissante. Elle mesurait plus de 3 mètres de long, près d'1,50 mètre de diamètre et pesait près de 5 tonnes. Rien que son noyau, fait de plutonium, pesait 6,2 kilos. Pour vous donner une idée, c'était une telle force qu'elle aurait pu détruire une ville entière en un clin d'œil. À la tête de cette mission se trouvait le major Charles Sweeney, un homme qui savait que ce qu'il s'apprêtait à faire marquerait à jamais l'histoire. À ses côtés, une équipe prête à accomplir ce qui pourrait être la mission la plus importante de leur vie. Il se trouvait sur la base aérienne de Tinian, dans les îles Mariannes, un endroit stratégique pour atteindre le Japon. Mais ce n'était pas un simple décollage. L'avion était chargé de quelque chose qui pouvait changer le cours de la guerre, pour le bien ou pour le mal, et ils n'étaient pas seuls. D'autres avions B-29 avaient déjà décollé auparavant pour vérifier les conditions météorologiques. Tout devait être parfait. Le moindre faux pas pouvait tout faire échouer. Le Boxcar devait atteindre sa cible, Nagasaki, et accomplir sa mission. Mais le poids de cette mission n'était pas seulement physique. Imaginez la pression que ressentait le major et son équipe. Ils savaient qu'ils transportaient quelque chose capable de mettre fin à des milliers de vies en quelques secondes. Et il y a encore plus. Entre 1945 et 1950, les États-Unis ont construit 120 bombes comme la Fat Man. Cela montre à quel point la technologie militaire évoluait rapidement. Mais à ce moment-là, cette nuit-là, tout tournait autour d'un seul objectif: décoller et accomplir la mission. Maintenant, dis-moi, comment te sentirais-tu en sachant que ta mission pourrait changer le monde, mais à un coût si élevé? C'est une situation qui donne des frissons rien que d'y penser. Une fois que le Boxcar a décollé, tout était prêt pour suivre le plan. La cible principale était la ville de Kokura. Mais c'est là que commence le côté imprévisible de cette mission: le climat. Contrairement à aujourd'hui, où nous avons des satellites et des radars super modernes. À l'époque, tout dépendait des avions qui décollaient avant pour vérifier les conditions sur les cibles. Imagine la tension. Ce n'était pas comme simplement consulter une prévision météo sur ton téléphone. Kokura était la première destination. La ville était un centre industriel important, pleine d'usines de munitions et d'armement pour l'armée japonaise. C'était un endroit stratégique. Mais lorsque le Boxcar est arrivé, l'équipage a rencontré un énorme problème. Le ciel était complètement couvert de nuages. Ils ont tout essayé. Ils ont survolé le site pendant 50 minutes, attendant une ouverture dans le ciel pour repérer la cible. Mais pendant ce temps, les défenses japonaises étaient déjà sur leur garde. Les soldats au sol étaient prêts à réagir et le danger ne cessait de croître. Pour aggraver les choses, il y avait le risque que des chasseurs japonais apparaissent et interceptent l'avion. C'était une décision délicate. Rester là signifiait mettre tout l'équipage en danger. Alors, avec le carburant qui diminuait et le temps qui s'écoulait, le major Sweeney a pris une décision: abandonner Kokura et se diriger vers la cible secondaire, Nagasaki. Nagasaki était aussi une ville importante. C'était un grand port et elle avait de nombreuses industries qui fournissaient des munitions et des équipements pour l'armée japonaise. Le changement de plan apportait un nouvel espoir de compléter la mission, mais augmentait aussi la tension. Après tout, chaque seconde comptait et chaque décision devait être rapide et précise. Ce moment de l'histoire montre comment même les plans les mieux conçus peuvent changer à la dernière minute. Le destin de Nagasaki a été scellé non seulement par la stratégie militaire, mais aussi par quelque chose d'aussi simple et imprévisible que le climat. Peux-tu imaginer la tension à l'intérieur de cet avion? Les soldats savaient que la moindre erreur pouvait signifier l'échec de la mission ou même la mort elle-même. En route vers Nagasaki, tout était
était entre leurs mains et l'horloge ne cessait de tourner. Après avoir abandonné Kokura, le boxcar se dirigeait vers Nagasaki. La ville, tout comme Kokura, était une cible stratégique. Ce n'était pas n'importe quel endroit. Nagasaki était l'un des principaux ports du Japon et un centre industriel essentiel pour l'effort de guerre japonais. C'est là que des munitions et d'autres équipements étaient produits pour approvisionner l'armée impériale. La ville comptait environ 263 000 habitants, dont des travailleurs forcés. Beaucoup d'entre eux étaient coréens et chinois, ainsi que des prisonniers de guerre. C'était un endroit où des vies étaient mélangées avec des machines et des usines, tout tournant autour de la guerre. À 10h53 du matin, le boxcar et un avion de soutien, le The Great Artist, ont commencé à survoler Nagasaki. Mais encore une fois, le climat a compliqué les choses. Les nuages étaient partout, cachant la cible principale. Tu peux imaginer le désespoir? Ils avaient parcouru un long chemin, le carburant diminuant, et maintenant la visibilité était presque nulle. La tension à bord de l'avion était palpable. L'équipage savait qu'il devait localiser la cible et larguer la bombe. Il n'y avait aucune chance à prendre. Après quelques minutes de survol, enfin, à 11h01, une petite ouverture dans les nuages a révélé ce qu'ils cherchaient. C'était maintenant ou jamais. La Fat Man a été larguée. La bombe est tombée pendant 47 secondes avant d'exploser à environ 500 mètres du sol. L'impact a été dévastateur. La force de l'explosion était équivalente à 21 000 tonnes de TNT, bien plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima seulement 3 jours plus tôt. En quelques secondes, tout dans un rayon de 1,5 km de l'épicentre a été détruit. Mais Nagasaki a eu un facteur de chance. La ville était entourée de collines élevées, ce qui a contribué à contenir l'onde de choc dans certaines zones, épargnant ainsi certaines parties de la ville de la destruction totale. Cependant, l'impact a été catastrophique. Des milliers de vies ont été perdues instantanément et beaucoup d'autres souffriraient dans les jours et les années à venir. L'équipage du boxcar n'avait pas le temps de réfléchir à la dévastation qu'ils avaient causée. Ils faisaient face à un autre problème. Le carburant était presque épuisé et le retour à la base serait une tâche risquée. Tandis que Nagasaki était plongé dans le chaos, l'équipe du boxcar savait que leur mission n'était pas encore terminée. Ils devaient survivre pour raconter ce qui s'était passé. Après avoir largué la Fat Man sur Nagasaki, l'équipage du boxcar faisait face à un nouveau défi: revenir à la maison avec presque plus de carburant. L'avion, qui avait transporté la bombe de près de 5 tonnes, était maintenant plus léger, mais le retour restait une course contre le temps et les conditions de l'équipement lui-même. Le plan initial était de revenir à la base aérienne de Tinian, mais cela s'est rapidement avéré impossible. Le carburant ne serait pas suffisant pour couvrir tout le trajet jusqu'à là-bas. Ainsi, le pilote, le major Charles Sweeney, prit la décision d'atterrir sur la base secondaire d'Okinawa, située à mi-chemin de la destination initiale. Mais même cette alternative était loin d'être simple. Pendant le vol, un autre problème survint. L'un des moteurs commença à tomber en panne, rendant le boxcar encore plus vulnérable. De plus, l'avion était dangereusement bas en carburant. Chaque seconde dans les airs semblait une éternité. L'équipage, sachant que toute erreur ou imprévu pourrait être fatale. Lorsque le boxcar arriva enfin dans l'espace aérien d'Okinawa, la situation était critique. Le boxcar avait les réservoirs presque vides et l'atterrissage devait être parfait. L'équipe au sol avait déjà été avertie de l'urgence et tout avait été préparé pour accueillir le bombardier. L'atterrissage fut tendu mais réussi. Le boxcar toucha le sol avec seulement 3 moteurs en fonctionnement et assez de carburant pour à peine quelques minutes de vol. Pendant ce temps, à Nagasaki, les conséquences de l'explosion commençaient à se dérouler. Les flammes brûlaient encore et la ville était recouverte d'un épais nuage de poussière et de fumée. Des milliers de personnes étaient mortes instantanément, mais beaucoup d'autres étaient gravement blessées, souffrant de brûlures, de radiation et des débris de l'explosion. L'impact psychologique de la bombe était également dévastateur. Comme à Hiroshima, le peuple de Nagasaki et du Japon commençait à comprendre la puissance destructrice d'une arme qui semblait sortie d'un cauchemar. Pour les militaires japonais, le message était clair. Les États-Unis avaient le pouvoir de détruire n'importe quelle ville en quelques secondes. Alors que le boxcar était accueilli à Okinawa, l'équipage savait qu'il avait accompli sa mission, mais portait également le poids de ce qu'il avait fait. Le monde, à ce moment-là, n'était plus le même. L'ère nucléaire était arrivée et les événements de ce jour seraient à jamais gravés dans les mémoires, tant pour les vies perdues que pour les profonds changements qu'ils provoqueraient dans l'histoire de l'humanité. Au moment où la bombe atomique fut lancée sur Nagasaki, le Japon se trouvait dans une situation militaire extrêmement difficile. Le pays, qui avait commencé la guerre avec de grandes ambitions d'expansion, était maintenant sur le point de faire face à la dure réalité des conséquences de ses actions. L'offensive militaire des États-Unis avait dévasté ces villes et l'économie japonaise était complètement paralysée en raison des bombardements
constant. Cependant, le pire était à venir. Ce n'était pas seulement la menace des bombes atomiques, mais aussi une nouvelle menace qui arrivait avec une force dévastatrice, l'Union soviétique. Peu après le lancement de la bombe sur Nagasaki, le Japon fut surpris par la déclaration de guerre de l'Union soviétique. Le 8 août 1945, l'armée rouge commença l'invasion de la Mandchourie, une région riche en ressources naturelles que le Japon avait occupée des années auparavant. Les forces soviétiques avancèrent rapidement, écrasant les défenses japonaises. Pour le commandement militaire japonais, cette nouvelle offensive représentait une menace encore plus grave. En plus des bombes atomiques, l'Empire était maintenant attaqué par une puissance militaire déterminée à ne laisser rien debout. Mais ce qui fut le plus impressionnant fut la réaction du gouvernement japonais. Malgré la dévastation des villes et la défaite militaire imminente, de nombreux officiers japonais croyaient encore qu'ils pouvaient résister. Ils étaient convaincus que la clé de la victoire résidait dans les îles principales du Japon, où ils pensaient pouvoir monter des défenses impénétrables. Cette mentalité conduisit à une résistance féroce, augmentant ainsi la souffrance du peuple japonais, déjà victime des bombardements et de la pénurie de ressources. L'idée de capituler semblait impensable pour de nombreux militaires qui s'accrochaient encore à l'espoir d'une victoire. C'est dans ce contexte de chaos et d'incertitude que l'empereur Hirohito, pour la première fois, prit une décision cruciale qui changerait le destin du Japon. Bien que le Japon fût une monarchie impériale, l'empereur était perçu comme une figure divine et exerçait une grande influence sur les décisions politiques et militaires. Hirohito avait, pendant toute la guerre, été une présence distante, mais maintenant, il savait que le Japon était au bord de la destruction totale. Le premier ministre japonais, Kantaro Suzuki, qui adoptait une position plus conservatrice et militariste, faisait également partie de ceux qui croyaient que le Japon devrait continuer à résister. Cependant, Hirohito, après de nombreuses discussions internes avec ses conseillers et officiers, prit une décision qui choquerait bon nombre de ses propres officiers. Il décida que le Japon devait accepter la capitulation inconditionnelle. La guerre devait se terminer. Cette décision ne fut pas facile et rencontra une grande résistance au sein du gouvernement japonais. De nombreux militaires n'étaient pas prêts à accepter la défaite et voulaient continuer à se battre, même en connaissant les conditions désespérées. En fait, il y eut des tentatives de coup d'État de la part de militaires radicaux qui voulaient empêcher la formalisation de la capitulation. Ils croyaient qu'avec un combat encore plus acharné, le Japon pourrait éviter la défaite totale. Mais avec la pression des bombes atomiques, l'invasion soviétique et la situation désespérée sur le champ de bataille, l'empereur Hirohito maintint sa décision de mettre fin à la guerre. La résistance des militaires fut contenue et l'ordre fut donné pour que les forces japonaises commencent à se préparer à la reddition. Ce moment de décision fut l'un des plus critiques de l'histoire du Japon. L'empire était dévasté et les horreurs de la guerre avaient atteint leur apogée. La décision de l'empereur Hirohito fut, en quelque sorte, un moment de maturation pour le Japon, qui faisait face non seulement à la défaite militaire, mais aussi à une transformation profonde de sa société et de sa position dans le monde. La guerre, qui avait commencé avec une mentalité expansionniste et impérialiste, arrivait à sa fin, mais laisserait des marques profondes dans tous les aspects de la vie au Japon. Après le bombardement atomique de Nagasaki, le 9 août 1945, le monde ne serait plus jamais le même. La Seconde Guerre mondiale, qui avait déjà causé une dévastation inimaginable, touchait à sa fin, mais les leçons que l'humanité en tirerait seraient profondes et durables. La destruction massive apportée par les bombes atomiques servit de signal d'alarme sombre pour tous les pays du monde concernant le pouvoir dévastateur de l'énergie nucléaire. Plus que cela, l'impact de Nagasaki et Hiroshima aurait un effet direct sur la politique internationale, les relations entre les grandes puissances et la manière dont le monde aborderait les conflits à l'avenir. Après les attaques, la communauté mondiale reconnut le potentiel de la bombe atomique en tant que nouvelle arme de destruction massive, quelque chose qui pouvait exterminer une ville entière en quelques secondes. Cela donna naissance à une course aux armements nucléaires entre les superpuissances, principalement les États-Unis et l'Union soviétique, qui deviendrait l'un des principaux piliers de la guerre froide. La peur d'une nouvelle guerre nucléaire mena à la création de traités internationaux et d'organisations visant à prévenir l'utilisation d'armes nucléaires, comme l'ONU et le traité de non-prolifération nucléaire, TNP, signé en 1968. Cependant, malgré ces tentatives de contrôler la prolifération nucléaire, les cicatrices laissées par les attaques atomiques de Hiroshima et Nagasaki ne pouvaient être effacées. La génération ayant vécu ces événements ne pouvait tout simplement pas passer à autre chose. Les conséquences de la radiation, le traumatisme psychologique et les pertes humaines étaient gravées dans la mémoire collective. Les victimes de ces attaques, les hibakusha, devinrent des symboles vivants de la souffrance et de la résistance, et leurs histoires
histoires furent partagées à travers le monde pour rappeler aux générations futures les horreurs de la guerre nucléaire. Le Japon, quant à lui, traversa un processus de réinvention après la Seconde Guerre mondiale. La dévastation des bombes atomiques, combinée à l'occupation des États-Unis après la guerre, conduisit à une reconstruction totale du pays. Le Japon, qui était auparavant une puissance militaire agressive, se transforma en un symbole de paix et de résilience. La constitution japonaise, imposée par les États-Unis après la guerre, renonça au droit du pays de maintenir des forces armées à des fins militaires, et le Japon s'engagea à suivre une voie pacifique, devenant une nation qui, jusqu'à aujourd'hui, défend l'absence d'armement nucléaire et promeut la paix mondiale. D'un autre côté, le souvenir des bombes atomiques a également influencé la réflexion sur l'utilisation des armes nucléaires dans le reste du monde. L'impact de Nagasaki et Hiroshima a rendu clair le coût humain de telles armes, entraînant un mouvement mondial de désarmement nucléaire qui continue jusqu'à aujourd'hui. La crainte que l'humanité soit un jour détruite par ses propres créations a poussé de nombreux pays à rechercher des alternatives pour résoudre les conflits sans recourir à la violence extrême. La Seconde Guerre mondiale, et en particulier les attaques de Hiroshima et Nagasaki, ont également influencé la manière dont nous voyons les guerres modernes. Aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent sur la diplomatie et les solutions pacifiques aux conflits, bien que le risque d'escalade vers une guerre nucléaire persiste encore. L'utilisation de la technologie avancée et de la diplomatie internationale a été un outil crucial pour éviter les affrontements directs entre puissances nucléaires. L'impact des bombardements atomiques sur le Japon a également conduit à un nouvel accent sur les questions des droits de l'homme et sur la reconnaissance que la vie humaine doit être préservée à tout prix. Le monde a changé, mais les leçons douloureuses de la Seconde Guerre mondiale, avec les attaques atomiques de Nagasaki et Hiroshima, résonnent encore comme un rappel que la paix est un bien inestimable et que l'humanité doit chercher des solutions pour éviter que de telles tragédies ne se répètent. Aujourd'hui, avec le passage des décennies, la mémoire de Nagasaki reste vivante. Les générations actuelles, qui n'ont pas vécu ces événements, doivent comprendre l'importance de ne jamais oublier ce qui s'est passé et de travailler pour garantir que la destruction nucléaire ne soit jamais une option. L'héritage de la Seconde Guerre mondiale est une histoire de douleur et de perte, mais aussi une histoire d'espoir et de renouveau. Le monde a appris, de manière difficile, que les bombes peuvent détruire physiquement une ville, mais c'est la paix qui garantit l'avenir de l'humanité. Et vous, qu'en pensez-vous des horreurs de la guerre nucléaire? Croyez-vous que les attaques atomiques de Hiroshima et Nagasaki étaient nécessaires pour mettre fin à la guerre, ou y avait-il d'autres options? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci et de consulter notre playlist dans le premier commentaire avec les meilleurs documentaires sur la guerre.